Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour faire une nouvelle fois le tour du monde avec vous. Au Japon aujourd'hui, nous allons replonger au temps des samouraïs. Et à Osaka, nous ferons tomber les masques, les menpo comme on les appelle là-bas. Qu'est-ce qu'on va découvrir? Qu'un Français a écrit une partie de l'histoire de ce pays. Nous ferons sa connaissance dans l'incontournable. Au Zimbabwe, au milieu de la savane, nous danserons au son de l'ambira. Cet instrument de bois et de métal tient sur les genoux, mais il raconte toute la puissance du peuple qui en joue. Les Shona. On l'utilise lors des cérémonies et c'est aussi une arme puissante. Vous verrez ça dans l'héritage. Et pour commencer, nous avons rendez-vous à Angoulême. Vous pensez à la bande dessinée? Eh bien, sachez que la ville sert aussi de cadre à un roman de Balzac. À son époque, elle est réputée en effet pour la fabrication de papier, et vous allez voir que ça lui a donné des idées. C'est l'inspiration. Nous sommes en 1831. Une diligence fait une dernière halte, route de Paris. La diligence d'un écrivain déjà célèbre, pour le regard sans phare qu'il porte sur la société de son époque. Cet homme, c'est Honoré de Balzac. Et cette ville terminus, c'est Angoulême, ville millénaire, aujourd'hui préfecture de la Charente. Un arrêt qui n'est pas le fruit du hasard. Comme souvent pour Balzac, il s'agit de rejoindre une femme, comme souvent, déjà mariée. Ici, c'est l'épouse du directeur de la poudrerie Zulma Caro. Balzac a été éditeur et imprimeur. Dans cette ville baignant dans l'industrie du papier, il va s'inspirer de son expérience pour écrire Illusions perdues, un triptyque dans lequel il compte les aventures de deux jeunes amis ambitieux. David Séchard, l'imprimeur, souhaite révolutionner la production du papier. Lucien de Rubempré, le poète, rêve de gloire littéraire à Paris. Pendant que David s'épuise dans sa fabrique de papier, Lucien part à la conquête de l'aristocratie qui occupe le plateau du vieil Angoulême. Balzac utilise la topographie particulière de cette cité à étages pour symboliser l'ascension sociale de ces deux héros. Car Angoulême est séparée en ville du haut et en ville du bas. Le bas quartier étant celui dont David et Lucien sont originaires. Implanté sur un promontoire rocheux dominant le fleuve Charente, le centre d'Angoulême s'est protégé d'une ceinture de remparts et de portes fortifiées datant du IVe siècle. Dans Illusions perdues, Balzac décrit une ville en pleine transformation, où les monuments, splendeur de la République naissante, émergent, comme la préfecture. Le gouvernement essayait de pousser la ville vers le Périgord en bâtissant le long de la colline le palais de la préfecture, une école de marine, des établissements militaires en préparant des routes. Alors Balzac a besoin de planter le décor. Et ce décor, il le plante ici à Angoulême, donc une ville de province. Et puis Angoulême est devenue chef-lieu de département en 1790. Elle doit se doter d'une préfecture, elle doit se doter de monuments emblématiques qui représentent ce nouveau pouvoir. Donc c'est une ville aussi où s'opère, alors géographiquement, une distinction entre les différentes classes sociales. Les faubourgs en bas de fleuve étant réservés à une population ouvrière, et puis la ville haute où s'installe l'aristocratie, la noblesse, la grande bourgeoisie et l'évêché. On a également une multitude donc, de créations de grandes places qui étaient jadis occupées par des halles marchandes. Ils vont également être dotés de fontaines, de lieux d'agrément, de promenades. Les remparts vont aussi devenir des lieux de promenade où il est important pour la bourgeoisie et la noblesse de voir et d'être vus. Et Balzac découvre finalement un cadre assez propice pour dépeindre justement la lutte entre les classes sociales et l'ascension de son héros d'une ville de province vers la capitale. Chez Balzac, tout est social. Et pour lui qui aime traduire l'atmosphère des petites villes, le lieu et l'histoire sont toujours imbriqués. Balzac donne à son roman la dimension d'un véritable jeu de piste dans cette cité d'Angoulême. Il a conservé les véritables noms des rues, des quartiers, des places.
En arrivant sous les arbres de Beaulieu, il contempla la distance qui séparait Angoulême de L'Houmeau. Lorsqu'Honoré de Balzac se promène au bras de Zulma Caro dans les années 1830, il emprunte forcément la rue de Beaulieu et il ne peut qu'être attentif à ce monument emblématique de la rue, l'immense palais de justice. Le palais de justice abritait également la bibliothèque d'Angoulême, dans laquelle Honoré de Balzac vint à plusieurs reprises. Et lorsqu'il sortait donc de ce monument, qui est surélevé par rapport à la place, eh bien, il apercevait l'imprimerie du Grand Broquis, dans laquelle eh bien, il plantera le décor de l'imprimerie de David Séchard. L'imprimerie, située dans l'endroit où la rue de Beaulieu débouche sur la place du Mûrier, s'était établie dans cette maison vers la fin du règne de Louis XIV. L'imprimerie, dite du Grand Broquis, est située à quelques mètres de la cathédrale. Et juste en face, un logis. Dans Illusion perdue, il en fait le foyer de l'épouse d'un notable, Louise de Bargeton, qui devient la maîtresse de Lucien, le poète. Son histoire est un peu le reflet de celle de Balzac, éternel amoureux de femmes mariées. Nous venons de passer la porte cochère. Et effectivement, comme dans le roman Les Illusions perdues, on entend claquer la porte cochère. Et nous pénétrons dans la cour intérieure de ce logis, qui a un aspect tout à fait monacal, qui est construit en pierre tendre du pays, cette pierre blanche qui devient dorée au fil des années. En même temps que Lucien découvre l'amour, Louise de Bargeton l'initie au code de la vie mondaine. Pour que son talent de poète soit reconnu, elle organise dans ses salons des rencontres littéraires avec la bonne société angoumoisine. Mais il y est moqué. Après cette soirée où Lucien Chardon de Rubempré a été mal reçu, Madame de Bargeton le prend à part, le fait pénétrer dans son boudoir, donc dans ce lieu très très intime. Et comme Madame de Bargeton est très admirative de ce jeune talent qui est Lucien Chardon de Rubempré, va le consoler. Et cette consolation, elle dira « Mon cher ange, ils ne vous ont pas compris ». Lucien descendit à L'Houmeau par la promenade de Beaulieu, par la porte du Minage et la porte Saint-Pierre. S'il prenait ainsi le chemin le plus long, dites-vous que la maison de Madame de Bargeton était située sur cette route. Il éprouvait tant de plaisir à passer sous les fenêtres de cette femme, même à son insu, que depuis 2 mois, il ne revenait plus à L'Houmeau par la porte Palais. Balzac connaît bien la réputation des papeteries d'Angoulême. Le monde du papier lui est familier. Il a laissé une partie de sa fortune dans l'imprimerie. Pour bien brosser le portrait social de son héros David, l'ambitieux imprimeur, Balzac descend dans le lieu privilégié des fabriques de papier, situé au bord de la Charente, le quartier de L'Houmeau. Il est facile de concevoir combien l'esprit de caste influe sur les sentiments qui divisent Angoulême et L'Houmeau. Le commerce est riche, la noblesse est généralement pauvre, l'une se venge de l'autre par un mépris égal des 2 côtés. Les gens du plateau traitaient ceux de la basse ville de crapauds, ceux qui vivent dans les fonds humides, et au contraire, évidemment, ceux de L'Houmeau leur rendaient l'appareil en les appelant les angroises, c'est-à-dire, en parler local, c'était les lézards qui sont au soleil, qui se réchauffent et qui ne font rien. Quand Balzac écrit Illusion perdue, il a compris que le 19e siècle sera celui du papier. La nouvelle société libérale sera papivore et la liberté d'expression proportionnelle à la consommation de papier. L'Angoulême des Illusions perdues n'y échappe pas. Cette tradition papetière, donc à ce moment-là, au stade artisanal, a continué à se développer au 19e siècle pour passer au stade industriel par de grandes entreprises avec des grandes dynasties papetières qui se traduisaient dans le paysage par, bien sûr, des usines à Saint-Cybard, à L'Houmeau, pour citer 2 quartiers d'Angoulême,
mais aussi par de très belles demeures de ces riches industriels qui affichaient leur fortune par de belles constructions. De l'époque des illusions perdues, il ne reste dans ce quartier que ces belles bâtisses, vestiges d'un passé glorieux. Des façades, derrière lesquelles se cache aujourd'hui un monde dédié à la bande dessinée, au dessin animé, les dignes héritiers du papier d'Angoulême. Lors de ses séjours à Angoulême, Balzac loge chez des amis, les époux Carreau, à la Poudrerie, à quelques minutes du quartier de L'Houmeau. Derrière ces murs, il collecte de nombreuses anecdotes sur la vie angoumoisine, lors des dîners organisés par ses hôtes. Il aime à observer, derrière les vitres de sa chambre, la vie des poudriers et les paysages environnants. Elle s'arrêta vers le milieu du pont pour contempler la rivière qui, de là jusqu'à l'endroit où se construisait la poudrerie, forme une longue nappe où le soleil couchant jetait alors une joyeuse traînée de lumière. Le bruit des 150 moulins à papier s'est progressivement tu. Mais à quelques minutes de la poudrerie, toujours dans la ville basse, il existe un lieu offrant encore un véritable voyage dans l'époque de Balzac et l'histoire du papier. Un îlot de fabrication à l'ancienne, le moulin du Verger. J'aime bien cette évocation du voyage pour parler de ce navire immobile qu'est le moulin. Je dis souvent que l'eau passe, comme chaque côté d'un bateau, et ce moulin, c'est un moulin à papier. Son expérience personnelle, ajoutée aux visites qu'il fait dans les papeteries, permet à Balzac de rédiger de longues descriptions sur la fabrication du papier. Un réalisme qui immerge alors les lecteurs des Illusions perdues dans l'univers professionnel de son héros, David, l'imprimeur. On voit bien là. Ça manque pas de fibres. Vous me donnerez un chaudron pour faire ma pâte, reprit David, sans avoir aperçu le coup d'œil que lui lança son père. Puis vous irez me chercher des tiges d'artichaut, des tiges d'asperges, des orties-hadars, des roseaux que vous couperez au bord de votre petite rivière. Demain matin, je sortirai de votre cellier avec du magnifique papier. On est un petit peu dans le ciel du moulin, puisque c'est l'endroit où on étend les feuilles. C'est l'endroit le plus agréable du bâtiment. Parce que le papier adore cet endroit-là et il n'y bouge jamais. On peut laisser des feuilles de papier ici, elles sont à l'abri de la poussière, rien ne les abîme. Les autres endroits sont plus rudes, plus mouillés. C'est les endroits de l'eau. C'est l'endroit où se fait la pâte, où se font les feuilles. Il y a du bruit, il y a des odeurs. Dans le roman, la fabrique à papier de David Séchard périclite. Son ami, Lucien de Rubempré, part à Paris et y perd ses illusions. Il se résout à revenir à Angoulême pour aider David à redresser ses affaires. Balzac, lui, n'y reviendra plus. Mais il rencontrera le succès avec son roman Illusions perdues, inscrivant Angoulême dans le monde balzacien. Il n'y a pas que Lucien de Rubempré qui a perdu ses illusions du côté d'Angoulême. Les dinosaures aussi. On trouve là-bas l'un des plus grands cimetières de dinos d'Europe. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. C'est l'un des plus grands gisements de dinosaures en Europe. En Jacques-Charente, pas très loin d'Angoulême, la ville chère à Balzac, l'auteur de la comédie humaine et d'ailleurs à la littérature ce que les brachiosaures sont à la paléontologie, un monstre gigantesque.
Avant d'être une terre balsacienne, le berceau des illusions perdues de son héros, Lucien de Rubempré, la Charente était une réserve à dinos de tout poil, enfin de toute plume, parce qu'a priori ils étaient plutôt recouverts de plumes. On trouve là des herbivores comme des carnivores, des mollusques comme des crocodiles de 5 mètres de long. Depuis le début de son exploitation, en 2010, le site a livré plus de 8000 fossiles, 65 000 fragments et 3000 coprolites, ces excréments fossilisés qui nous racontent beaucoup sur l'alimentation des bestioles. S'il y a une énième suite à Jurassic Park, elle pourrait être tournée ici. Le site d'Angeac, c'est Jurassic Charente. Il correspond à l'âge géologique du Crétacé inférieur, entre 145 et 139 millions d'années. À cette époque, la Pangée, le supercontinent qu'on trouvait à la surface du globe, s'était déjà morcelé. L'Europe n'était qu'un chapelet de petites îles. L'une d'entre elles, c'est un morceau de la France actuelle. La Charente est au bord de l'eau, le climat est tropical, humide et chaud, un peu comme en Floride aujourd'hui. Bref, le dino se la coule douce, loin de se douter que son extinction est programmée, un peu comme l'être humain aujourd'hui. Les paléontologues ont notamment mis à jour des vertèbres de stégosaures ou un fémur de sauropode à long cou. 2,20 mètres le fémur. On peut en voir la copie au Jardin des Plantes de Paris, ce qui laisse supposer que ce sauropode à long cou devait mesurer 35 mètres de long pour 50 tonnes. On se portait bien en Charente il y a 140 millions d'années. Balzac écrira plus tard « Le bonheur est la fin que doivent se proposer toutes les sociétés ». La société des dinosaures charentais avait bien compris le message. Dans quelques instants, nous irons au Japon, dans le château d'Osaka. Et là-bas, on se mettra dans la peau d'un samouraï comme Tom Cruise. Enfin presque. Mais d'abord, vous voyez ce piano à pouce ? Ça s'appelle une bira. C'est notre passeport pour le Zimbabwe aujourd'hui. Cet instrument est tellement incontrôlable qu'il a fortement déplu aux Européens. Ils ont même cherché à l'interdire. C'est l'héritage de notre invitation au voyage. Nema Musasa, ça ne se traduit pas vraiment. C'est le passage à l'âge adulte, le moment où l'on te donne un morceau de terrain pour construire ta maison, pour ta famille. En fait, ça signifie le début. Construire une maison pour accueillir sa famille. Ce début pourrait aussi bien être celui du Zimbabwe, littéralement maison de pierre en Shona, la langue de l'ethnie majoritaire du pays. Dernière nation africaine à avoir obtenu son indépendance en 1980, après presque 100 ans de domination anglaise, l'histoire du Zimbabwe vient juste de recommencer. Il y a plus de 1000 ans, les Shona qui gouvernent aujourd'hui le pays régnaient déjà sur ce territoire d'Afrique australe. Et la chanson du début résonnait au son cristallin de la mbira. Cet instrument à lamelles rassemble depuis des siècles les femmes et les hommes de ce peuple bantou lors de concerts ou de cérémonies spirituelles. Figure de proue d'une culture qui a su résister à la colonisation, la mbira et sa musique minimaliste racontent pourtant la puissance de la civilisation Shona aux sources du Zimbabwe. Un voyage au plus profond de l'Afrique et de ses traditions. Dans le sud du pays, près de la petite ville de Masvingo, la savane, vierge d'habitants, s'étend à perte de vue. Au sein de cette brousse sauvage aux reflets d'or, des fondations de granit émergent de terre, vestiges d'un royaume médiéval prospère. Ce sont celles du Great Zimbabwe, monument classé au patrimoine mondial de l'humanité auquel le pays doit son nom. Une légende raconte que c'est entre ces murs que serait née la première mbira, au sein de cette cité érigée entre les 11e et 15e siècles par le peuple Shona.
Le Great Zimbabwe est le berceau du royaume Monomotapa, créé par les Shona. C'est là qu'il a prospéré il y a très longtemps. C'est l'un des plus grands royaumes du monde et d'Afrique. Les gens venaient de partout, d'Inde, du Portugal, pour faire du commerce. Et c'est ainsi que c'est devenu une grande cité, que l'on appelle aujourd'hui cité antique. C'était autrefois une grande civilisation antique. Au Moyen-Âge, cette cité qui peut abriter jusqu'à 20 000 personnes est le centre d'un royaume qui s'étend sur des milliers de kilomètres. Ici, on échange l'ivoire ainsi que l'or des mines alentours contre des trésors exotiques venus du monde entier. Les ruines du Great Zimbabwe témoignent autant de la puissance des Shona que de leur savoir-faire de bâtisseurs. Quand vous touchez ces briques, je ne suis pas vraiment sûre du nom qu'il faut leur donner, on a l'impression qu'elles vont tomber. Mais non. Et on se demande comment ils ont fait pour créer une telle forteresse à l'époque. C'est une architecture incroyable et particulièrement artistique. Quand le Tout-Puissant a créé le monde, c'était un savant mélange de science et d'art. Ici, c'est pareil. C'est un mélange de science et d'art. Et c'est de cette même façon que nos ancêtres ont créé l'Ambira. Ce royaume décline pourtant à partir du XVe siècle, probablement victime de combats répétés entre des factions rivales et de l'épuisement de ses ressources. 4 siècles plus tard, l'arrivée des colons affaiblit davantage le peuple Shona. Les Britanniques imposent leur culture et leur religion. L'Ambira, pilier de la religion animiste autochtone, est montré du doigt. Pour les colons, c'est un instrument diabolique. Les chrétiens ont proscrit l'Ambira. Et comme beaucoup sont devenus chrétiens au Zimbabwe, ils ont commencé à regarder l'Ambira de haut et l'ont catégorisé comme un instrument païen. Les colons n'osaient même pas s'en approcher. Ils méprisaient l'Ambira. Les structures qu'ils ont mises en place, le christianisme, les écoles, les médias, tout ce qu'on associe au mot civilisation, l'Ambira en a été banni. It was taken out of those structures. Cet instrument tant redouté des Anglais sera brandi telle une arme lors de la lutte pour la libération du pays. Durant la violente guerre du Bush, qui durera une bonne partie des années 70, les combattants pour la liberté, principalement Shona, rassemblent leur peuple au son de l'Ambira. Au rythme de chants populaires, au message patriote incompréhensible pour l'ennemi, le pays regagne son indépendance en 1980. L'Ambira devient un emblème national. Dans l'ouest du pays, dans la province du Matabeleland, majoritairement rurale, les chants des Shona résonnent à nouveau en toute liberté dans les petits villages. Ces chansons permettent de transmettre l'histoire, les légendes et préceptes de leurs ancêtres, telles des petites ritournelles que l'on se raconte en boucle. Elles accompagnent chaque étape de la vie des villageois. Taireva est une chanson qui questionne notre habilité à nous prendre en charge nous-mêmes. Par exemple, donner naissance à des enfants et être capable de les élever. Lorsque les anciens te donnent des conseils, c'est pour ton bien, pour ne pas te perdre en chemin. Ces chansons existent depuis toujours. Elles étaient jouées à l'époque de nos ancêtres, dans l'enceinte même du Great Zimbabwe. Et aujourd'hui encore, nous jouons ces mêmes chansons. La seule différence est la manière de les interpréter.
Quand j'avais 9 ans, j'ai construit ma première mbira. On en avait une à la maison que j'admirais beaucoup. Et j'ai eu envie d'en fabriquer une moi-même. Mais elle sonnait mal. Plus tard, quand j'avais à peu près 22 ans, un ami qui en jouait très bien m'a aidé à en construire une nouvelle. À quelques kilomètres du village d'Enoch se déploie la forêt d'Insusa. Ici, il reste encore quelques spécimens de l'arbre auquel la mbira doit son existence. Au milieu des tecs et d'Emsassa, les Muvamaropa s'élèvent vers le ciel, majestueux. Cet arbre est très important dans la culture Shona. C'est de cet arbre que viennent beaucoup de nos objets traditionnels, tels que les assiettes, les mbira. Et quand nous portons l'écorce à ébullition, cela crée un breuvage qui soulage les douleurs d'estomac. Cet arbre est en voie de disparition parce qu'il a été coupé abusivement. Il est donc maintenant protégé et personne n'a le droit de le couper. Quand on en a besoin, on l'achète à l'organisme qui gère la forêt. Ce bois produit un joli son mélodieux. Et quand il est bien sec, le bois est bien dur. Donc c'est facile de le travailler. Il se taille facilement. En plus, les insectes ne peuvent pas le manger, donc il dure très longtemps. Dans le sud du pays, dans la province de Masvingo, les terres fertiles grillent sous le soleil torride. En cette fin de saison sèche, l'eau manque cruellement dans le Veld. C'est le moment d'invoquer la pluie. L'ambira, équivalent de notre Bible, est le moyen d'entrer en contact avec les ancêtres et les dieux africains lors de cérémonies qui rythment la vie des villages. Elles sont menées par des guides spirituels. La principale raison de faire une cérémonie mbira est d'apaiser et de remercier les esprits de nos ancêtres. Par exemple, après les récoltes, nous les remercions. Idem après la pluie. Dans notre culture, on se laisse posséder par nos ancêtres. Quand on entre en transe, on devient le messager entre le peuple et les ancêtres, entre les vivants et les morts. Par exemple, si des villageois ont besoin d'eau ou tout simplement s'ils veulent une vie tranquille, ils nous le disent pendant la cérémonie et à travers nous, les ancêtres vont transmettre leur message à Dieu. Source d'inspiration grandissante pour nombre de musiques urbaines et de fusion, la mbira est de plus en plus présente sur la scène internationale. Ce son cristallin, qui résonne désormais aux quatre coins du monde, raconte pour toujours les traditions et les croyances d'une grande civilisation africaine. L'instrument dépasse en effet les frontières et les cultures. Le groupe Genesis, par exemple, l'a utilisé. Allez, on quitte l'Afrique pour le Japon maintenant. Direction Osaka. On va aller se frotter à l'armée de l'empereur. Ce n'est pas dit qu'on gagne, mais qui ne tente rien à rien. C'est l'incontournable.
c'est un peu le Central Park d'Osaka. Au sein de la mégalopole, l'immense parc du château est le lieu de rendez-vous des joggeurs, des chiens, des chats et des canards. Mais des spécimens plus redoutables se cachent à l'intérieur des remparts. Même si le donjon du XVIe siècle a été reconstruit en béton armé, la visite du château d'Osaka permet de se replonger dans l'histoire fascinante du Japon des samouraïs. Incontournable château d'Osaka qui cache une toute autre histoire. Celle de l'aventure d'un drôle de samouraï français. Spécialiste des relations franco-japonaises, Éric Chevalier s'est passionné pour le destin de Jules Brunet. Au XIXe siècle, on a une crise totale, les Japonais qui hésitent entre se refermer sur eux-mêmes ou s'ouvrir. Et c'est donc comme ça donc, que la France, l'Angleterre et les grandes puissances coloniales donc de cette époque arrivent au Japon. Ouais. Après avoir vécu en autarcie pendant des siècles, l'archipel nippon s'ouvre au commerce avec les États-Unis en 1854, sous la menace de leur canonnière. La Russie, l'Angleterre et la France comptent bien s'engouffrer dans la brèche. Plutôt que de venir pour coloniser le pays ou alors les forcer aux négociations commerciales, la France, elle décide plutôt donc, de faire un échange culturel. Nous, on va vous enseigner comment tenir les armes, on va moderniser votre armée en échange. Donc peut-être qu'on va pouvoir avoir par exemple de la soie, peut-être avoir des produits justement de chez vous et avoir une entente cordiale entre nous. En 1866, Napoléon III envoie une mission de 15 hommes au pays du soleil levant. Parmi eux se trouve un certain Jules Brunet, 29 ans. Jules Brunet s'est fait remarquer justement déjà dès le début en fait, puisqu'il était très très brillant. Quand il est sorti de l'école d'artillerie, il est sorti 4e de sa promotion. Ensuite, il est parti donc sur une expédition au Mexique avec Napoléon III. C'est pile l'époque où on recherche des hommes forts, des hommes expérimentés pour aller au Japon. Et il se trouve que Brunet, voilà, il est là, il est imposant, il fait 1m85, il est fort. Et en plus, c'est un artiste. Dès son arrivée, Jules Brunet s'attelle à former l'armée, mal équipée et désordonnée, du shogun Tokugawa. En résidence au château, le shogun est l'homme qui détient réellement le pouvoir au Japon, l'empereur étant cantonné à un rôle symbolique. Les soldats nippons tombent rapidement sous le charme de cet officier à moustache qui comprend les subtilités de leur culture et croque leur pays dans ses esquisses. Quelques mois plus tard, la délégation française est reçue au château d'Osaka par le shogun en personne. Brunet, il a eu le temps d'entraîner et de moderniser un petit peu quelques factions donc, japonaises. Donc des Japonais qui étaient mal entraînés, qui étaient mal équipés. Et donc ça se passe ici. Donc des entraînements à l'arquebuse, des entraînements à la baïonnette. Vraiment la démonstration de force pour persuader le shogun qu'il a fait un bon travail. La rencontre au château d'Osaka se déroule selon le plus strict protocole. Mais Jules Brunet va se permettre une petite incartade. Brunet, il prend ses crayons, il prend ses feuilles et il dessine. Il se permet en fait de dessiner le shogun, chose qui n'est pas forcément habituelle. Et en plus, il le dessine debout. D'habitude, le shogun, on l'y représentait assis. Et donc, on le représente debout, donc fort comme ça, et dessiné par un étranger. Et c'est un dessin d'ailleurs qui va plaire au shogun. C'est ce qui va faire vraiment de Brunet une particularité pour les futures relations. Cette visite à Osaka scelle l'amitié entre la France et le shogun Tokugawa. Mais peu de temps après, l'autorité du shogun est défiée par une coalition du Sud qui veut rendre son pouvoir à l'empereur. Yoshinobu, donc Tokugawa, il veut plus d'un bain de sang, il y a suffisamment eu de morts, suffisamment de conflits, il veut pas donc de bain de sang, il décide d'abdiquer. Et donc de laisser les pleins pouvoirs à l'empereur Meiji. Face à ce retournement politique, la France rapatrie ses émissaires. Mais Jules Brunet refuse, fidèle jusqu'au bout au camp du shogun. Et donc Brunet, il est là, il a entraîné des hommes, il veut continuer donc son aventure, que ce soit pour la France, pour sa propre fierté, et aussi donc pour tous les hommes qu'il a entraînés. Et il va finalement donner sa démission à l'armée française et donc à l'empereur Napoléon III. Dans sa lettre à Napoléon III, le capitaine explique que son choix de déserter est une façon de servir la France. Une réaction est imminente, et les forces du Nord m'ont offert d'en être l'âme. C'est la première fois qu'ils montrent à un Européen une pareille confiance. Aux côtés d'un amiral japonais et de milliers d'hommes, Jules Brunet s'embarque vers le nord du Japon pour organiser la résistance face aux partisans de l'empereur. Ils vont décider donc de créer la République d'Ezo, donc la première république japonaise, et qui est un modèle direct sur la République française, avec ses propres règles, ses propres lois. C'est quelque chose d'extraordinaire, on le doit justement à Brunet.
Mais les forces favorables à l'empereur, mieux armées et plus modernes, remportent bataille sur bataille. Brunet et quelques centaines de rebelles se retranchent dans la forteresse d'Hakodate. L'officier sent la défaite proche et embarque pour rejoindre la France. C'est la fin du rêve de la République des eaux. Il est ni puni par le Japon, ni puni par la France. Et là, les choses vont bien, il est réintégré dans l'armée. Et en plus, derrière, il est décoré. Donc, c'est protecteur du trésor de Mikado. Donc, c'est quand même une distinction énorme, qui est peut-être l'équivalent de la Légion d'honneur hein, pour la France. Et cette distinction de l'Empire japonais pour un Français, c'est quand même une chose merveilleuse, alors qu'il a fait une rébellion. Finalement, il a participé à l'histoire du Japon. Et surtout, à réchauffer les relations entre la France et le Japon. Plus d'un siècle plus tard, un film, Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, racontera l'histoire d'un Américain qui gagne le respect des samouraïs du 19e siècle. Les Américains, ils sont accaparés donc ce personnage avec tout l'imaginaire un petit peu hollywoodien. On lui met une tenue de samouraï. C'est très joli, mais c'était pas vraiment l'histoire, puisqu'il était là pour représenter la France. Donc il est resté en uniforme de l'armée, comme il était en France d'ailleurs. En 1868, la restauration de l'empereur Meiji propulse l'archipel nippon dans la modernité et met un terme à la caste des légendaires guerriers japonais qui fit les beaux jours du château d'Osaka. Et voilà, l'invitation au voyage, c'est fini pour aujourd'hui, mais le combat continue sur les réseaux sociaux. Maintenant, on se retrouve demain pour un nouveau tour du monde en 3 étapes. Alors je vous dis bis bald.